Lorsque le ciel est bleu, les palombes, attirées par le sud, franchissent les cols pyrénéens sans se poser. Les chasseurs sont alors oisifs dans les vallées, mais celui-ci est physicien, et cette absence de gibier lui permet, à cet instant, de concevoir la plus belle invention de sa carrière. Puisque ces fils d'araignée ont retenu des gouttelettes du brouillard de la nuit, pourquoi ne capterait-il pas les minuscules particules de brume ou de nuages qui, jusqu'ici, ont échappé à toute observation directe? Depuis ce jour d'octobre 1946, des savants du monde entier utilisent les fils d'araignée pour maintenir ces particules sous l'objectif des microscopes. Dans son désir d'ordonner le cycle de l'eau sur la Terre, l'homme est assujetti à la connaissance d'une phase importante de ce cycle, la phase atmosphérique, dont les éléments visibles sont les nuages. À leur formation, les nuages sont composés de gouttelettes d'eau de quelques microns. Au microscope, on peut assister à la formation des gouttelettes lorsque l'humidité relative de l'air atteint 100%. Sur des cristaux de chlorure de sodium supportés par des fils d'araignée, un souffle de vapeur provoque la condensation. Inversement, lorsque l'air redevient sec, les gouttelettes s'évaporent en laissant apparaître la particule solide initiale appelée noyau de condensation. Les océans constituent une importante source de noyaux de condensation. Les vagues, en se brisant, produisent de petites gouttelettes qui s'évaporent plus ou moins et envahissent les continents. Elles forment une brune blanche qui se voit en contre-jour sur le rivage. Les noyaux salins sont entraînés dans les courants ascendants qui naissent au-dessus des surfaces les plus chaudes du sol. Après une ascension de 1 à 2 km, l'air refroidi par détente arrive à saturation et de la vapeur se condense. C'est ainsi que se forment les cumulus, nuages d'ascendance reconnaissables à leur base horizontale. L'évolution des nuages est rendue plus visible par la cinématographie accélérée. Ainsi, sur ce fugace fractocumulus, on observe le cycle condensation-évaporation qui se produit aux frontières du nuage. Pour suivre l'évolution des éléments d'un nuage au sein de l'ensemble du système nuageux, on peut aussi filmer sous un angle plus grand que l'angle visuel. Un artifice assez simple consiste à pointer verticalement la caméra sur un miroir convexe donnant l'image du ciel total. À la faveur d'une forte surchauffe du sol, les cumulus se développent en cumulus congestus et leurs sommets atteignent des régions où la température devient inférieure à 0 degré sans que l'aspect des nuages en soit modifié.
Un réseau de fils d'araignées, observé au microscope in situ, dans un nuage de montagne, permet en effet de constater qu'à des températures de l'ordre de moins 15 degrés, toutes les gouttes sont encore liquides. On dit qu'elles sont surfondues. Cependant, l'observation de la partie supérieure des grands cumulus révèle parfois un changement de structure. Les frontières deviennent plus diffuses et plus plates. L'exploration de cette région du nuage permet de constater la présence de nombreux cristaux de glace. Le cumulus congestus se transforme graduellement en cumulonimbus, autrement dit en orage. Ce nuage caractéristique, en forme d'enclume, ne contient plus que de la glace à sa partie supérieure. La congélation est un événement capital dans la vie du nuage. Elle ne peut s'opérer qu'en présence de certaines particules appelées noyaux glacogènes. Sur cette lamelle qui porte un noyau glacogène se déposent des gouttelettes de nuages à moins 15 degrés. Le noyau amorce la congélation par contact et on voit aussitôt le petit cristal s'accroître, tandis que les gouttelettes surfondues environnantes s'évaporent. La cause de ce phénomène est un transfert d'eau en phase vapeur vers la glace provoqué par le déficit de pression de vapeur autour de la glace. Le cristal se transforme en flocon de neige et il serait assez gros pour devenir sensible à l'action de la pesanteur et tomber vers le sol, constituant avec ses semblables une précipitation. Les flocons pourront fondre avant d'atteindre le sol. La neige deviendra pluie et cette pluie arrosera la plaine ou allumera les arcs-en-ciel. Ce schéma expérimental a été transposé dans un brouillard qui recouvre la vallée de la Garonne par moins 2 degrés. Le jet de propane jaillissant d'une bouteille se refroidit brutalement et amorce la formation d'un grand nombre de cristaux de glace qui se diffusent dans le brouillard. Chaque cristal grossit aux dépens des gouttelettes voisines et ce sont des flocons de neige qui tombent sur le sol. La forme de ces flocons est étudiée après moulage dans du forme-var. Il s'agit d'aiguilles de glace plus ou moins enchevêtrées. La chute de neige se propage sur une centaine d'hectares et dure 1 heure. Bientôt, il n'y a plus de gouttelettes pour servir d'aliment aux cristaux. Ceux-ci cessent de croître et scintillent dans le ciel bleu. Le brouillard a disparu. La dissipation artificielle des brouillards à température inférieure à 0 degré est désormais pratiquée sur les grands aéroports internationaux. Dans certaines régions, des brouillards d'origine industrielle perturbent notre vie. On voit ici le panache d'eau condensée d'une usine de pâte à papier se répandre dans la plaine environnante. Malheureusement, sous nos latitudes, ces brouillards sont à température positive dans la majorité des cas et il ne peut être question de les précipiter en neige. Divers procédés de dissipation des brouillards chauds ont été proposés, tels que l'ensemencement en gros noyaux hygroscopiques ou l'évaporation par chauffage, mais aucun n'est parfaitement au point. Plus encore que le brouillard, l'orage est parfois la cause de sinistres graves. Pour la seule année 1971, plus d'1 milliard de francs de dégâts ont été occasionnés par la grêle à l'agriculture française. Avant, je me rappelle pas l'année avant la guerre,
et qui a tout ravagé. C'était un 5 juin, un dimanche après-midi. Et ça n'a rien laissé, les récoltes hachées, à tel point qu'à certains endroits, on se demandait si ça avait été ensemencé en blé. Il n'y avait plus une apparence de paille même. Ça avait été haché, enterré. Les arbres étaient complètement effeuillés, ils étaient nus comme en hiver. Ça a tout. Alors même une grêle là que 5 minutes, une grosse grêle, et ça suffit pour liquider une récolte. L'orage dont je vous parlais, il allait tomber pendant un gros quart d'heure de la grêle. Mais il n'y en avait pas besoin d'autant, vous savez, pour tout liquider. Essayons de résumer le processus de formation de la grêle en suivant une parcelle d'air de l'orage depuis le sol. Cette parcelle d'air contient de la vapeur d'eau figurée en blanc, des noyaux de condensation en bleu et quelques rares noyaux glacogènes en rouge. Surchauffée au voisinage du sol, elle commence à monter sous l'effet de la poussée d'Archimède. L'ascension s'accompagne d'un refroidissement par détente, qui provoque une augmentation progressive de l'humidité relative. Dès que celle-ci atteint 100%, la condensation de la vapeur intervient grâce aux noyaux de condensation toujours présents en grand nombre dans l'air. Des milliers de gouttes se forment dans 1 litre d'air. La chaleur dégagée par le travail de condensation accélère le mouvement ascendant. En quelques minutes, le niveau d'isotherme 0 degré est dépassé. Mais les gouttelettes restent surfondues. Vers le niveau d'isotherme moins 20 degrés, quelques noyaux glacogènes naturels deviennent actifs et des cristaux de glace apparaissent. La température diminuant toujours, le nombre de cristaux de glace augmente exponentiellement et les gouttelettes surfondues deviennent rarissimes. La croissance des éléments de précipitation commence dans la région du nuage où un cristal de glace voisine avec des milliers de gouttelettes. Le cristal grossit par déposition de vapeur due à la différence entre les pressions de vapeur au-dessus de l'eau et de la glace. Alors que les gouttelettes d'eau échappent pratiquement à la pesanteur, le cristal, sous l'effet de son poids, va bientôt ralentir sa course ascendante. Les gouttelettes le rejoignent et s'unissent à lui sous forme d'innombrables sphérules de glace ou, si la chaleur de congélation n'est pas évacuée assez rapidement, sous forme de glace transparente et dure. Après une quinzaine de minutes de croissance, dans les violents courants ascendants de l'orage, les plus gros grêlons peuvent atteindre des dimensions de quelques centimètres et leur retour rapide vers le sol ne leur laisse pas le temps de fondre. Ce processus de formation de la grêle intervient lorsque des vents rapides en altitude empêchent les cristaux formés à la partie supérieure de l'orage de redescendre ensemencer les régions en surfusion. Pour restreindre ou annuler les effets dévastateurs de l'orage, on peut essayer de pallier un manque d'ensemencement naturel par un ensemencement artificiel en noyaux glacogènes à partir du sol. On a mis au point des générateurs émettant par seconde des milliards de noyaux actifs à moins 20 degrés. Si ces générateurs sont convenablement disposés dans la région où se développe l'orage, la parcelle d'air surchauffé emporte 10 à 100 fois plus de noyaux glacogènes qu'en l'absence du générateur. Au cours de leur croissance, les cristaux ainsi constitués vont se concurrencer et se répartir l'eau surfondue qui alimentait précédemment 10 à 100 fois moins de cristaux. Cette division limitera la dimension des grêlons et une fusion complète pourra même intervenir pendant la chute.
Dans les générateurs les plus couramment employés en France, une solution acétonique d'iodure d'argent est contenue dans un réservoir en polyéthylène. Elle est maintenue sous pression par de l'air comprimé. Un tube plongeur et un tuyau injectent cette solution au bas d'un brûleur où un gicleur la pulvérise. Les gouttelettes de solution sont enflammées et l'iodure d'argent se vaporise dans la flamme. Il se recondense en petites particules dans l'atmosphère au-dessus de la cheminée. Sur le terrain, on utilise des générateurs automatisés, certains même pouvant être commandés à distance à partir d'un poste central. Avant de décider d'ensemencer les orages à grêle, il s'agit d'abord d'en prévoir le développement. Les radars apportent des renseignements indispensables dans ce domaine, à commencer par la localisation des premiers foyers orageux qui apparaissent sous forme de taches claires sur le scope de ce radar à balayage panoramique. L'émission des noyaux commence dès que la prévision du risque de grêle dans une région est établie par les services météorologiques. On assure une émission étendue et durable à partir d'un réseau de générateurs aussi dense que possible. Le nombre de noyaux glacogènes dans l'air est contrôlé de façon continue à l'aide d'un compteur acoustique. L'élément principal de cet appareil est une chambre froide dans laquelle on produit un nuage surfondu. Les noyaux glacogènes aspirés de l'extérieur engendrent des cristaux de glace qui sont décelés par effet acoustique, puis dénombrés. Pour étendre le contrôle de l'effet des noyaux d'iodure d'argent, on analyse l'argent dans les précipitations. L'entonnoir de ce collecteur, maintenu à l'abri des poussières sèches, s'ouvre avec les premières gouttes de pluie. Les échantillons collectés sont analysés par spectrométrie d'absorption atomique sans flamme. Quelques microlitres d'eau de pluie sont déposés à l'intérieur du four graphite. Après évaporation, le résidu est atomisé à 2600 degrés et les atomes d'argent absorbent une radiation monochromatique qui leur est spécifique. L'absorption enregistrée est fonction de la concentration en argent de l'eau de pluie. Cette concentration en argent peut être mesurée jusqu'à 10 puissance moins 6 parties par million, ce qui permet de déceler les additions infimes à la concentration naturelle produite par les ensemencements. Les différentes méthodes physiques qui s'attachent à l'évolution des noyaux d'iodure d'argent dans l'atmosphère doivent être complétées par un contrôle de l'efficacité économique des ensemencements. Dans le sud-ouest de la France, où une expérience de prévention de la grêle se déroule depuis de nombreuses années, un contrôle statistique basé sur les données des assureurs semble indiquer une diminution relative des sinistres dans la région ensemencée par rapport aux régions environnantes. Les énergies en jeu dans les phénomènes atmosphériques, et particulièrement dans les orages, sont telles qu'on ne peut espérer les maîtriser qu'en agissant sur des états métastables intervenant dans la chaîne des processus météorologiques. La surfusion de l'eau dans les nuages est un de ces états métastables, et on a vu comment les ensemencements en noyaux glacogènes pouvaient l'interrompre. Une couche d'air chaud et humide bloquée près du sol par une inversion de température au-dessus d'elle est également en état métastable. Et si on parvient à amorcer un effet de cheminée à travers l'inversion, on déclenche une ascendance durable.
C'est par ce moyen que, fortuitement, les Africains font souvent des nuages et parfois de la pluie. Les feux de brousse provoquent l'ascendance initiale qui met en mouvement des masses d'air considérables. En exploitant ce principe de la pluie par le feu, mais en choisissant les conditions expérimentales les plus favorables, ne serait-il pas possible d'agir sur le temps? Pour tenter de répondre à cette question, on a construit au Centre de recherche atmosphérique de Campistrous un ensemble de brûleurs à mazout pouvant être allumés simultanément à un instant choisi et développant une puissance de 600 MW. Avec cet ensemble, appelé météotron, on a effectivement fait des nuages et parfois même de la pluie. Mais à la vérité, on peut surtout étudier systématiquement la convection atmosphérique violente et les phénomènes qu'elle déclenche. En disposant les brûleurs du météotron sur 4 rampes en spirale, on provoque des tourbillons semblables à ceux qu'on observe autour des grands incendies et on étudie les conditions précises de leur déclenchement. Une autre méthode d'étude de certains phénomènes atmosphériques est la simulation en laboratoire. Dans une cuve cylindrique ouverte à sa partie supérieure, on produit à l'aide d'un tourniquet un écoulement tourbillonnaire très semblable aux tornades engendrées par certains orages violents. Des mesures de pression et de vitesse permettent de déterminer les caractéristiques de l'écoulement et d'en déduire les informations concernant les tornades elles-mêmes. Ainsi, on a constaté que la rugosité du sol joue un rôle prépondérant dans la formation et l'entretien du phénomène. Et c'est pour cette raison que les zones fréquemment dévastées sont au milieu de grandes plaines peu boisées. La rencontre d'une tornade avec une ville ou une forêt est alors violente, les dégâts étant provoqués par une dépression subite d'environ 1/10 d'atmosphère et par un vent de plus de 300 km/h. Les nuages d'ondes provoqués par les chaînes de montagnes peuvent également être simulés assez fidèlement. Dans un tunnel à vent, on introduit un brouillard froid produit par de la neige carbonique barbotant dans de l'eau. Si un obstacle simulant une barrière montagneuse est placé en travers du tunnel,
des ondes stationnaires s'organisent en aval de l'obstacle. Au nord des Pyrénées, le vent venant d'Espagne produit des ondes rendues visibles par ces altocumulus lenticulaires. Condensation, congélation, fusion, évaporation sont les changements d'état qui commandent le fonctionnement de cette formidable machine thermodynamique fonctionnant à la surface de notre globe grâce à l'énergie solaire et que nous appelons le temps. Déjà, quelques leviers de cette machine sont assez sensibles pour envisager une action de l'homme et c'est un espoir énorme pour l'avenir.